reste 19 393 amendements à examiner. Nous sommes à l'article 4 avec des amendements identiques. Le 3526, Madame Autain. Oui, c'est un amendement de suppression parce que nous refusons que le Code de la sécurité sociale soit modifié de telle sorte à rendre applicable une telle réforme aux travailleurs et aux travailleuses indépendants, parce que c'est une rupture par rapport aux préconisations du programme du CNR qui était adopté le 15 mars 1944 et qui proposait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. C'est ainsi que la France a fait le choix en 1945 de construire un système de sécurité sociale qui couvre la population avec une affiliation obligatoire qui s'impose aux employeurs, aux salariés et aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, on a des mesures de convergence qui visent à modifier les assiettes et les taux de cotisation des indépendants qui ne sont pas connus. Et le projet de loi, quelque part, nous demande de signer un chèque en blanc parce que dans son article 21, on nous demande d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur cette question. Est-ce que le ministre peut nous éclairer sur ces assiettes et ces taux de cotisation? Merci, Madame Autain. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui n'a pas d'avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Les amendements suivants. Le 3543, Madame Autain. Oui, merci Madame la Présidente. Je réitère donc ma question, puisque là, il s'agit de signer un chèque en blanc. Nous ne savons pas comment vont fonctionner les assiettes et les taux de cotisation pour les indépendants. Est-il possible d'avoir des éléments de réponse, sachant qu'à l'article 21, je le redis, il est précisé que ces taux et cette assiette de cotisation seront fixés par ordonnance. Nous estimons que le législateur n'est de ce fait pas du tout éclairé et même amputé dans sa légitimité à décider. Et donc, on est face à un problème. Est-il possible d'avoir quelques réponses sur le sujet? Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur le rapporteur. Les taux sont publiés depuis le rapport de Delevoye, donc défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 21 749. Il n'est pas défendu. Le suivant, donc. Je ne pense pas non plus. D'accord. Donc, nous passons au 3560. Madame Autain. Merci. Alors, 3560, nous avançons dans le texte de suppression. Nous sommes à l'alinéa 3 et j'entends la réponse donc du rapporteur qui nous dit que les taux et les assiettes sont dans le rapport de Delevoye. Peut-on avoir un engagement du ministre pour nous affirmer que les ordonnances qui vont suivre correspondront à ce qui est dans le rapport de Delevoye? Monsieur le rapporteur. Les ordonnances sont faites pour organiser la transition sur un temps plus ou moins long, donc défavorable. Monsieur le ministre. Oui, un mot, parce que je comprends bien votre question, Madame la députée Clémentine Autain. Les taux seront fixés par décret. L'ordonnance va reprendre le cadre qui sera l'objet de l'habilitation donnée par cette commission spéciale, je l'espère, et par la représentation nationale réunie dans l'hémicycle. Je vous renvoie, parce que les taux sont très connus, monsieur le rapporteur vous renvoie au rapport de Delevoye. Moi, je vous renverrai simplement la page 422, le tableau qui est en bas, taux de cotisation retraite des non-salariés dans le système universel. Page 442, vous avez tous les éléments pour répondre à votre question, Madame la députée. Merci, Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Vous nous dites que les taux seront fixés par décret. Il y a des indications qui sont données par ailleurs, mais le problème, c'est que là, on est en train quand même de voter la loi et qu'on voudrait, nous, voter des engagements précis de la part du gouvernement et une décision ferme de la part du Parlement. Et vous faites référence, monsieur le rapporteur, à une transition organisée par ordonnance. Et donc, c'est une des choses que nous critiquons fortement dans le projet de loi, c'est le nombre des ordonnances et le champ extrêmement vaste de ces ordonnances. Édouard Philippe avait demandé d'ailleurs lui-même qu'on lui donne une extrême latitude.
Et nous pensons que ça n'est pas raisonnable, compte tenu de ce que nous savons. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 3577, Madame Autain. Celui qui suit, le 3577. Oui, je vous remercie. Donc, toujours un amendement de suppression qui est un peu systématique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits qui visent dans le texte à compenser les méfaits de la réforme, d'essayer en tout cas d'en limiter les dégâts. Donc, nous opposons globalement à la logique. Monsieur le ministre, je suis sur l'étude d'impact. J'essaie de chercher la réponse à ma question. Pardon 422, je vais regarder. Personne n'interrompt personne. Oui, je vous remercie. Je vais regarder dans le détail et prendre le temps, mais la question que je me pose, c'est ce qui est donc inscrit dans l'étude d'impact à valeur forte du point de vue de la décision qui va venir du gouvernement. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir inscrit dans la loi et pourquoi imaginer des ordonnances par la suite? J'ai un petit peu du mal à suivre parce que si vous nous dites c'est très clair, c'est inscrit dans l'étude d'impact, alors pourquoi c'est dans l'étude d'impact et ce n'est pas dans la loi? Ça, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Merci. Monsieur le rapporteur. C'est la définition même de la séparation entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif. On définit des principes, on définit un objectif. Vu le nombre de situations particulières, y compris même au sein des avocats ou de toute profession, il faut des ordonnances pour régler chacun des cas. On est dans le domaine extra précis du réglementaire, donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 3594, Madame Autain. Je vous remercie. Donc, toujours même sujet, puisqu'on est sur cette question de l'assiette et des taux de cotisation pour les indépendants. Alors, je vous interpelle, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire, donc à cet instant, que la discussion est close, par exemple, avec les avocats, puisque vous les avez cités, qui vont voir donc leur taux augmenter de 40%, ce qui est quand même pas complètement rien. Hein, c'est même une façon d'inciter à mettre la clé sous la porte pour les avocats qui sont les moins bien rémunérés et qui s'occupent en particulier des personnes les plus défavorisées qui espèrent accéder aux droits. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, oui, la décision est prise et je m'engage, le décret qui suivra, l'ordonnance qui va suivre, fixera cette augmentation de 40% de leur taux de cotisation. Je prends cet exemple, mais je serais ravie que vous m'indiquiez d'autres exemples sur lesquels vous pouvez vous engager devant la représentation nationale, mais à travers nous, devant les Français. Merci, monsieur le rapporteur. Nous souhaitons faire un projet universel. Il va falloir qu'il y ait un certain nombre de changements progressifs des uns et des autres, donc une approche très progressive, c'est ce que nous prévoyons, donc défavorable à cette approche, celle que vous proposez. Monsieur Dharréville et monsieur le ministre. Non, le problème avec les explications que vous nous fournissez, ou plutôt que vous ne nous fournissez pas, c'est quand même l'illisibilité totale dans lesquelles ça nous plonge, quoi. Et or, c'était un de vos arguments principaux. Donc, il y a quelque chose il y a un petit hiatus, il y a un petit bug dans la machine. Merci, monsieur le ministre. Oui, je vais répondre à nouveau, Madame la députée Clémentine Autain. Moi, vous savez, je peux répondre 10 fois si vous le souhaitez, mais je ne vais pas varier dans le contenu. Et puis, j'essaye de le faire avec bienveillance et pédagogie. Donc, vous redire que les taux sont du domaine du décret, donc on peut, si vous voulez, vous pouvez m'interroger tout le temps, mais les taux sont du domaine du décret. Qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre de plus? C'est comme ça que ça fonctionne dans notre République. Donc on va considérer que les taux sont du domaine du décret, non pas parce que c'est l'intérêt ou la volonté politique de telle ou telle majorité, mais tout simplement c'est parce que c'est comme ça que fonctionne notre République et notre démocratie. On peut aussi simplement se dire les choses tranquillement, mais je veux bien continuer à essayer de vous donner des explications ce matin. L'ordonnance que vous évoquez, puisque peut-être en écoutant M. Dharréville, j'entendais que c'était peut-être le sujet de l'ordonnance qui pouvait lui causer souci, prévoit la transition des assiettes et des taux et la possibilité, ça a été évoqué, ou pas d'ailleurs, de mobiliser les réserves.
Donc les taux sont fixés par voie réglementaire et l'ordonnance organisera ainsi la mesure de réforme de l'assiette dans le cadre d'un échange avec les différentes professions. C'est ce que l'objet des ordonnances, c'est ce que disait le rapporteur Nicolas Turquois tout à l'heure, c'est que ces ordonnances laissent de l'espace pour l'échange et la concertation. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le prochain, le 3616, Madame Autain. Merci Madame la Présidente. Je poursuis puisque nous sommes sur le sujet. Donc, vous nous dites, pour commencer, c'est très clair, tout est dans la page 422 de l'étude d'impact. Puis finalement, en vous interrogeant et réinterrogeant, on comprend que comme cela sera fixé par décret, par ordonnance, eh bien, ce seront ces décrets, ces ordonnances qui auront la légitimité de fixer ces taux et ces assiettes. Donc, est-ce une invitation, finalement, à celles et ceux qui sont mobilisés, puisque vous parliez des avocats, on sait qu'ils le sont en particulier, c'est une invitation à poursuivre leur mobilisation et à avancer vers la négociation. Dans ce cas, vous le savez, les avocats sont en particulier très en colère parce qu'il n'y a pas eu de concertation véritable et ils dénoncent le fait de ne pas avoir été consultés, associés à la prise de décision. Est-ce que vous pouvez vous engager devant nous et nous dire, en effet, ce n'est pas totalement fixé, même s'il y a une indication dans l'étude d'impact, mais qui n'a pas valeur réglementaire, puisque vous allez fixer par la suite, par décret, les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire que Madame vous allez Autain. les recevoir? Monsieur le rapporteur. Alors, s'il y a un mot que je conteste, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation. Donc, défavorable. Merci. Monsieur Daréville. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais prolonger le questionnement de Clémentine Autain. Finalement, quels engagements pouvez-vous prendre pour la concertation, en vue de la concertation, sur ce sujet de manière particulière et peut-être de manière plus générale? À quoi vous engagez-vous pour garantir la qualité de cette concertation? Parce qu'on ne peut pas tout à fait dire que vous ayez brillé en la matière depuis le début de l'examen, de la discussion de ce projet de loi, pour m'en tenir là. Parce que des critiques très nombreuses ont été faites sur la qualité de l'écoute et sur, d'une certaine façon, une sorte de concertation de façade. Donc moi, je voudrais là-dessus que vous nous dites quel est votre état d'esprit et quels sont les engagements que vous prenez. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3628, Madame Autain. Alors, si vous faites un décret, ce n'est pas une ordonnance. Question. Merci, monsieur le rapporteur. Ah, pardon. J'ai oublié Madame Fiat qui vient d'arriver. Donc le 3632. Merci, Madame la Présidente. Hier soir, Monsieur le Ministre, je vous ai trouvé un petit peu taquin parce que quand on parlait de l'étude d'impact, vous avez dit, si vous voulez parler de l'étude d'impact et que si vous avez des questions précises, je suis prêt à y répondre. Et là, quand même, je me suis dit, c'est une invitation pour que, enfin, j'ai ma réponse pour Marie. Parce que dans l'étude d'impact, ça part bien de l'étude d'impact. Et vous me parlez de Marie qui gagne 2 500 € par mois. Donc, est-ce que vous pouvez admettre que forcément c'est faussé parce que aucune infirmière ne gagne actuellement 2 500 € par mois? Alors, monsieur le rapporteur. On continue cette suppression ligne à ligne ou alinéa par alinéa. Juste une précision, le décret fixe les taux, les ordonnances fixent la transition vers les taux et vers les assiettes. Défavorable. Merci. Monsieur Véran. Pour répondre très rapidement à Mme Fiat, il y a 2 cas de figure qui sont abordés dans les 4 types s'agissant de la profession infirmière. Il y a un cas type qui concerne les infirmières fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui reprend précisément la grille indiciaire en cours et en vigueur pour le métier d'infirmière à l'euro près. Et il y a un deuxième cas de figure qui concerne les infirmières en secteur libéral. Et lorsque vous abordez la question des 2 500 €, c'est-à-dire des 30 000 € de revenus annuels, d'abord, il s'agit de 30 000 € bruts. Ensuite, si vous allez chercher sur le site de l'assurance maladie ou des syndicats infirmiers quel est le revenu moyen d'une infirmière libérale annuel,
avant paiement des charges, avant paiement des impôts, personne ne dit qu'elles gagnent trop d'argent. Hein. C'est pas du tout le truc. Hein. Vous savez très bien que je considère comme vous que les infirmières ne sont pas assez payées. Mais les 30 000 euros, c'est plus que crédible, c'est même en dessous, puisque le revenu moyen avant de payer les charges et avant de payer les impôts, il est aux alentours de 50 000. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant n'est pas défendu. Le 3645, Madame Autain. J'ai un bug sur la tablette, en fait. Ah, c'est parce que vous effacez. En fait, Allez-y, c'est parce que l'amendement Je suis désolée. avant n'était pas défendu. Voilà. Alors, le 3645, Madame Autain. Voilà, c'est la suppression de l'alinéa 8. Est-il possible d'entendre le rapporteur nous donner quelques éléments un peu concrets sur ces évolutions? Elles sont en partie dans l'étude d'impact, mais est-il possible d'avoir des éléments un peu plus concrets? Et notamment, comment vous voyez les choses en termes de garantie de retraite qui ne serait pas en baisse? J'aimerais bien vous entendre sur le sujet, nous expliciter pour quelques cas d'indépendants comment la situation va se passer. Merci. Le 3649, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, les travailleuses et travailleurs indépendants sont très inquiets par rapport à cette réforme. Et je pense qu'effectivement, si on pouvait avoir des éléments pour pouvoir avoir des éléments, des informations peut-être à leur apporter, et peut-être que vous-même pourrez peut-être les rassurer, ou pas. Monsieur le rapporteur? Je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui ont une protection sociale qui est justement très minimale et qui est d'autant plus fragilisée que leur base démographique est relativement faible sur certaines catégories. Donc la protection sociale, enfin le régime de retraite universel est une meilleure assurance pour garantir leur retraite. C'est l'objet de cette réforme. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement suivant, le 3662. Oui, Madame merci. Autain. Merci Madame la Présidente. Alors prenons le cas des médecins. Je lis qu'il y a une baisse anticipée des cotisations pour les médecins. Alors est-ce que cela va améliorer leur situation ou est-ce plutôt un encouragement à la capitalisation? C'est une vraie question qu'on se pose parce que quand vous les baissez, d'abord, ce sont des sommes qui ne rentrent pas dans les caisses communes quand vous baissez les cotisations. Et par ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est pour qu'ils puissent se maintenir à un niveau de retraite équivalent à ce qu'ils avaient par le passé, ne vont-ils pas obligatoirement devoir recourir à des assurances privées, donc à de la capitalisation? C'est là vraiment la question qu'on se pose, assez fondamentale sur votre projet. Merci. L'amendement 3666, Madame Fiat. Merci, Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. Qui dit régime universel, qui dit meilleure redistribution, dit qu'il peut y avoir sur certaines professions ou sur certaines personnes des effets de bord. Peut-être certains, comme il y a de la redistribution, vont cotiser davantage ou avoir moins de droits. Nous l'assumons pleinement. Nous souhaitons redistribuer et nous souhaitons protéger les plus faibles de nos concitoyens par rapport à la question des retraites. Donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3680, Madame Autain. Oui, toujours dans la même veine, je réitère ma question. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets, des éclairages sur les médecins et quelques exemples concrets d'impact de ce que vous prévoyez? D'accord. Et le 3684, Madame Fiat. Défendu. Monsieur le rapporteur. Je vous invite à vous reporter à la page 446 de l'étude d'impact. Défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avions déjà évoqué hier soir les nombreuses pages qu'il y a à partir de la page 446
pour les professions libérales. Donc je vous renvoie à nouveau ce matin, c'est toujours les mêmes pages, elles n'ont pas changé depuis hier soir. Il y a une cinquantaine de pages de 446 à 497. Quant aux médecins, l'ensemble des questions que vous pouvez poser sur les professions libérales qui sont très intéressantes, nous allons pouvoir continuer à les aborder dans l'ordre du texte, puisque, si je ne me trompe pas, nous sommes à l'article 4 et ce sujet est développé dans l'article 51. Donc j'espère que nous allons pouvoir arriver rapidement à l'article 51 pour débattre de ce sujet-là. Merci. Je mets aux voix les amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Les suivants. 3697, Madame Autain. Je vous remercie. Comme la procédure accélérée a été choisie par le gouvernement, il est fort probable que nous n'arrivions pas à l'article 51. Ça me paraît assez net à cette heure. Donc, non, ça ne dépend absolument pas de nous, ça dépend d'un choix. S'il vous plaît, on n'interrompt personne. Cela dépend d'un choix du gouvernement qui a décidé de passer en force. Il n'y a aucune urgence à légiférer sur les retraites. On a un pays en ébullition contre votre projet et vous décidez de passer en force. Voilà la réalité de la situation. Donc j'en reviens aux médecins. Puisque je me reporte immédiatement à la page 446. Et qu'est-ce que je vois à la page 446? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire la baisse des taux. Pas de problème, je ne vous interroge pas là-dessus. C'est ce qu'il y a sur la page 446 de l'étude d'impact. Ma question est, vous baissez, donc quelle va être la situation? Est-ce que vous pensez qu'avec cette baisse, ils vont avoir des retraites qui vont suffire? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui ne va pas être cotisé, enfin ce qui va être en moins parmi leurs cotisations mis au régime collectif? Merci, et enfin, Madame la Autain. capitalisation. Je n'ai pas de réponse sur Merci, aucun de ces Madame trois Autain. sujets. Le 3701, Madame. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je pense qu'il est important de savoir si les médecins vont devoir capitaliser à côté pour pouvoir avoir une retraite. Monsieur le rapporteur. Le principe du travail de la loi, c'est d'aborder les sujets à l'article concerné. Donc, pour les professions libérales, je vous invite à participer au débat de l'article 51, alinéa 2. Défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Alors, les autres ne sont pas défendus. Non. Le 3714, Madame Autain. Je poursuis donc mes questions, sachant que depuis le début de cette commission, si on commence à faire la liste des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, elle s'allonge d'heure en heure et c'est assez épuisant comme cadre de débat. Alors, je vais faire une question très très simple. Vous avez un cas type dans votre étude d'impact, un médecin généraliste libéral qui gagne 3 000 € par mois. Moi, je m'interroge et je vous pose une question extrêmement simple. Est-ce que sa pension va baisser ou est-ce qu'elle va augmenter? Monsieur le rapporteur. Non, Madame Fiat pour le 3718, pardon. Défendu. Merci. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, je crois qu'on a loupé un amendement. Il y avait supprimé l'alinéa 11,5. On a dû louper celui-ci, le 11,5, non? Non, mais défavorable, on ne va pas supprimer les alinéas un par un, les mots un par un. Ça n'a aucun sens. Les explications ont été données. Les articles sur les taux, sur le mode de fixation des décrets ont été donnés. Donc, défavorable. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 593, Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Moi, je ne veux pas supprimer l'alinéa 12, je veux le substituer. Et donc, de pouvoir mettre en cohérence ces dispositions avec le titre 4 du livre 6 du Code de la Sécurité sociale qui porte sur l'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions libérales. Donc, de rappeler quels sont ceux des professionnels libéraux continuant à être régis par les régimes de retraite actuels, qui sont bien gérés, qui sont même solidaires avec les autres puisqu'ils y contribuent massivement, et donc de pouvoir aussi énoncer les assurés ressortissants des régimes invalidité décès propres aux professions
libéral. Donc on mentionne les médecins, les notaires, les architectes, les artistes, les vétérinaires, les moniteurs de ski, les guides de montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne. Et on voit bien, tous ces régimes sont bien gérés et il convient de préserver ce qui vaut. Merci. Monsieur le rapporteur. Je vous remercie, Monsieur Bazin, pour cet amendement qui illustre justement la nécessité de faire des ordonnances. La liste que vous citez est une liste à la Prévert de choses très utiles: médecins, étudiants en médecine, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, notaires, huissiers de justice, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs, conseils, maîtres d'œuvre, artistes non mentionnés, vétérinaires, moniteurs de ski, etc., etc. Vous voyez bien que c'est par ordonnance. Là, on se perdrait dans notre travail de législateur de définir toutes les trajectoires pour chacun de ces métiers, certes importants, qui ont leur spécificité, et seule une ordonnance permet de les prendre finement en compte. Et ce n'est pas le travail du député de rentrer dans les détails de chacun de ces statuts. Défavorable. Monsieur Bazin. D'habitude, on utilise les ordonnances pour aller plus vite, pas quand c'est complexe, surtout quand les sujets sont maîtrisés. Moi, je vous fais une proposition, on la voit d'ailleurs tous ensemble. Vous pourriez me dire, vous avez oublié quelque chose, une profession. Je suis preneur de la profession qui a été oubliée. En tout cas, notre rôle, si on le joue pleinement, puisque hier on avait des cours sur les statuts qui nous faisaient, qui devaient nous appeler à bien jouer notre rôle ici, bien jouer notre rôle, c'est de légiférer et pas de laisser ce rôle-là au gouvernement. Chacun son rôle. Et donc notre rôle, c'est de légiférer. On vous propose très concrètement un amendement qui a le mérite de lister de manière exhaustive. Peut-être qu'il y a des oublis, mais alors sous-amender, monsieur le rapporteur. Mais de dire non, il faut renvoyer à une ordonnance, c'est pas justifié. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir une discussion, puisque ces métiers-là sont très inquiets et attendent une réponse de votre part. Monique Limon. Oui, juste un tout petit mot pour dire qu'effectivement, pour les travailleurs indépendants, l'organisation est caractéristique d'une grande diversité de régimes, en particulier certaines activités exercées sous le régime de la micro-entreprise, par exemple, qui correspondent à des métiers nouveaux, parfois exercés à titre accessoire, dont le statut est incertain, expert, coach, conseil, service, etc., etc. Donc, effectivement, les frontières d'affiliation entre régimes sont nombreuses et complexes. Vous pouvez vous référer à l'étude d'impact, c'est bien dit. Donc, oui, on ne va pas décider de ça ici dans la loi, puisque nous, on est là pour mettre le cadre. Donc, ça sera décidé effectivement après. Et nous, on défend effectivement la lisibilité quand vous défendez la complexité d'un système. Donc oui, c'est bien de faire comme ça. Merci madame. Et nous allons mettre donc aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 21 526. Monsieur Vulfranc. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement fort simple qui consiste à proposer donc le maintien des dispositions relatives à la solidarité propre à la profession des avocats. Et à ce stade du débat, je dois vous dire qu'il prend tout son sens. Aussi, est-ce notre proposition en la matière? Merci. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Oui, nous avons donné les explications au préalable et donc défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Une autre série d'amendements, le 3731. Madame Autain. Micro ouvert. Je vous remercie. Je file l'exemple des médecins, puisque j'ai bien lu la page 452, et objectivement, elle ne m'éclaire pas, puisqu'on nous explique que pour les médecins de secteur 1 au revenu de 2 passes, le passage au système universel sans convergence des cotisations entre 2025 et 2040 se traduirait par une baisse de pension de 20%. Et bien entendu, par une baisse de pension de 20%. C'est écrit noir sur blanc à la page 452. Je vois un de mes collègues qui n'a visiblement pas lu l'étude d'impact, qui pourtant nous faisait la leçon hier pour nous expliquer que nous ne l'avions pas lu. Donc je l'ai lu intégralement, précisément, et je n'ai pas la réponse à la question, sauf si vous m'expliquez, eh bien précisément, expliquez-moi ce qu'est cette convergence
Je voudrais des informations sur cette convergence. Je vous remercie. Merci. L'amendement suivant, le 3735, Madame Fiat. Merci, Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. On est sur une évolution sur la base d'un 15e par an pendant 15 ans. Donc les conditions économiques de l'exercice des métiers des médecins sur un 15e par an pendant 15 ans sont la meilleure façon de montrer que ça va se faire extrêmement progressivement et que, compte tenu du contexte économique, les choses peuvent être totalement absorbées, sachant qu'en plus, il y a un effet assiette CSG cotisation, il y a une indexation des droits sur les salaires plutôt que sur l'inflation. Donc, tout ça est de l'écume à l'issue d'une période de 10 ans. Et d'ici là, il y aura le temps de réaffiner les trajectoires d'évolution. Donc, défavorable. Monsieur Woerth. Oui, on voit bien, Madame la Présidente, qu'on est, on aurait pu aller, le gouvernement aurait pu aller vers un autre système. C'est un système qui a déjà été d'ailleurs parfois discuté, c'est de se dire qu'il y a 3 grandes catégories, grosso modo, et ces catégories doivent avoir des règles à peu près communes, d'uniformiser à l'intérieur de ces catégories le plus possible. On aurait pu avoir un grand régime des libéraux, commerçants, libéraux, un grand régime public, et puis un grand régime notamment des salariés du privé. On aurait couvert ainsi absolument tout en conservant la particularité de chacun. Cette architecture aurait été différente, probablement mieux comprise et adaptée à la situation réelle du pays et des personnes. Vous avez choisi, encore une fois, on le voit dans tous ces alinéas que veulent supprimer les insoumis, on voit bien défiler des professions qui vont se fondre dans un régime universel et pour lesquelles vous allez créer des régimes parfois dérogatoires. Enfin, dernier point, sur les ordonnances et sur les fixations des taux. Monsieur le ministre, c'est assez naturel de temps en temps d'avoir des précisions sur ce qui est à l'intérieur de ces boîtes noires. Alors je sens bien et je sais bien qu'il y a pas mal de choses qui sont encore soumis à ce que vous appelez la concertation, malgré 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans que vous concertez, donc c'est pas depuis 2 mois. Donc il est assez naturel que les parlementaires aient une vision assez claire de ce qu'il y a à l'intérieur, ou de ce que vous prévoyez, ou des positions que vous défendez à l'intérieur des ordonnances, et également en termes de fixation de taux. Merci, Monsieur Woerth. Madame Autain. Oui, je vous remercie. Alors, la convergence, c'est de l'écume. Enfin, de l'écume à 20%, c'est pas tout à fait rien. Je voudrais vous interpeller sur le collectif des 5 syndicats de médecins qui ont réalisé un comparatif de la réforme. Ils l'ont fait avec un économiste à l'appui. Et selon le document qu'ils ont diffusé lundi dernier, un médecin de secteur 1, donc qui ne facture pas de dépassement d'honoraires, devait percevoir avec le système actuel 4 227 € par mois de pension. Il ne toucherait plus avec votre réforme que 2 825 € dans le système universel. On n'est pas tout à fait sur de l'écume, si je puis me permettre. Et certes, ces cotisations vont baisser de 7 000 € par an, mais il perdra donc à côté 21 000 €. 21 000 €. Donc, ce qui est intéressant avec les médecins, c'est qu'ils connaissent bien le système par points pour en subir déjà le principe. Ce qui nous fait peur, disent-ils, c'est que la valeur du point sera déterminée par l'État. Donc, les retraites vont servir de variable d'ajustement. Et ce système, on le connaît parce que nos tarifs dépendent de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, une enveloppe contrainte votée chaque année par le PLFSS. Merci beaucoup, Monsieur Vallaud. On a, Madame la Présidente, depuis hier, compris finalement la nouvelle stratégie de la majorité. Il y a une 3e mi-temps, il y a eu 2 ans de concertation, il y a le débat parlementaire, et puis il y a des choses qui sont renvoyées à plus tard. Enfin, la seule démonstration que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne pouvez pas un coup nous renvoyer à des décrets futurs, à la concertation, à l'étude d'impact, pour finalement trouver toutes les occasions de ne pas répondre à la représentation nationale. La représentation nationale n'est pas éclairée. Et elle aurait sans doute été mieux éclairée si vous aviez accepté, dans le cadre d'une commission classique, la nomination
d'un rapporteur pour avis qui aurait fait, au bénéfice de tous, l'évaluation de cette étude d'impact. Vous l'avez refusé, escamotant un peu plus les droits du Parlement, et en particulier ceux de l'opposition. Donc arrêtez de nous répondre, on verra plus tard. On ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous n'êtes pas prêt, retirez votre réforme, et puis on se revoit plus tard. Merci. Alors, je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3748, Madame Autain. Honnêtement, c'est ahurissant ce qui se passe là quand même. Hein. Parce qu'on a parlé des avocats et des médecins, mais enfin, comme le mentionnait l'amendement des députés de l'opposition de droite, il listait un peu toutes celles et ceux qui vont être concernés. C'est pas rien. Je veux dire, on est en train de parler des notaires, des huissiers, des architectes. Enfin, ce sont de très nombreuses catégories de la population sur lesquelles vous êtes incapables de nous répondre de façon précise. Et j'ai même une autre question. On continue sur vos pages. Après la page 452, il y a la page 453 de l'étude d'impact. Est-ce qu'on peut au moins savoir, ce n'est pas clairement mentionné, ce n'est pas précisé, sur quel âge vous vous fixez? Parce qu'en plus, vos cas, ils sont fixés en général, dans cette étude d'impact, sur la base d'un âge d'équilibre à 65 ans, ce qui n'est évidemment pas du tout garanti. Au rythme où on va, si demain il y a une crise financière, je vous assure que la frontière, la barre des 65 ans, oups, elle va exploser, on va arriver vite à 67. Merci, merci Madame. Le 3752, Madame Fiat. Merci, Monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Tout d'abord, vous faites une comparaison comme si rien ne bougeait par ailleurs. Je vous invite à regarder les trajectoires de cotisation d'un certain nombre de caisses de libéraux. Ces dernières années, elles ont évolué, elles ont baissé parfois le rendement, elles ont parfois changé de taux de cotisation. Donc, il n'y a que vous qui imaginez que si on ne faisait rien, rien ne bougerait. Les choses auraient bougé parce qu'il y a des professions dont par exemple la base démographique pourrait être en difficulté. Premier élément. Le deuxième élément, quand M. Vallaud dit on n'a pas de précision, faut reposer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Personne ne l'a fait, de mettre l'ensemble de nos concitoyens dans le même régime. Donc c'est un chantier d'ampleur sur lequel, évidemment, comme je le dis à chaque fois, il va falloir recaler en permanence, il va falloir affiner les trajectoires. C'est un chantier de construction d'ampleur et donc ça, c'est un élément important. Et puis enfin, sur le seul sujet des médecins, je trouverais paradoxal que les acteurs qui sont au cœur de la protection sociale, les médecins, c'est bien les acteurs au cœur, comme les infirmières, qui sont au cœur, qui sont les acteurs numéro un, qui sont aussi ceux qui vivent grâce à ce système de protection sociale, soient exonérés de la réforme de cette protection sociale. Donc, on ne peut pas être à la fois un pied dedans et à la fois un pied dehors, suivant l'intérêt qu'on y retrouve. Il faut que c'est un régime universel qui doit s'appliquer à tous et tout particulièrement à ceux qui en sont au cœur. Donc, défavorable. Merci. Dans la liasse d'amendements identiques, j'ai oublié de passer la parole pour le 12 939 à Monsieur Daréville ou Monsieur Vulfranc. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le rapporteur, les propos que vous venez de tenir confirment l'impression et même la conviction qui est la nôtre que vous n'êtes pas prêt, que ce projet de loi n'est pas fini et que vous le portez devant le Parlement alors qu'il mérite encore beaucoup de travail. Et donc, vous nous dites on a besoin d'affiner. Bon, mais nous, on ne peut pas faire preuve d'autant de légèreté en légiférant sur des sujets de cette importance, de cette ampleur, et effectivement d'une telle complexité. Vous nous dites le système aurait de toute manière évolué, les choses ne seraient pas restées en l'état. C'est ce que nous vous disons aussi d'ailleurs. Bien sûr que le système aurait dû évoluer. Nous avons fait d'ailleurs de nombreuses propositions déjà en la matière. Et c'est pour ça que je crois que moi, il n'est pas sérieux de continuer dans cette voie. Nous n'avons pas les éléments pour... Vous devriez vous présenter devant nous avec un projet complet et pas avec 29 ordonnances, je ne sais combien de décrets dont on ne connaît pas le contenu. Voilà, c'est ça le sujet, au bout du compte.
Merci, Monsieur Derville. Alors, l'avis étant défavorable, on n'y revient pas. Je mets aux voix. Ah, pardon, Monsieur Vallot, vous aviez demandé la parole. Allez-y. J'aimerais poser une question assez simple, parce qu'on a auditionné aussi les organisations syndicales la semaine dernière, qui avaient, dans le temps de parole qui leur était donné, un nombre de questions pendantes absolument considérables et effarantes. Moi, vraiment, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi? Qu'est-ce que vous avez fait pour en être là où on en est, quand même? Je veux dire, si vous n'êtes pas prêt, reconnaissez-le, mais ça peut pas être, on ne peut pas discuter ici sur le mode tu m'occupes de rien, je t'occupe de tout. C'est pas l'idée qu'on se fait d'un débat parlementaire de qualité. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Les amendements suivants. Le 3765, Madame Autain. Oui, Madame la Présidente, franchement, ça fait 2 ans et demi, je crois que vous êtes au travail pour nous proposer ce projet de réforme. Et sur les questions précises qui ne sont pas microscopiques, qui sont importantes, qui concernent de très nombreux concitoyens et concitoyennes de notre pays, vous n'avez pas de réponse. Franchement, on a l'impression d'être face aux pieds nickelés, quoi. Aux pieds nickelés qui ne sont pas capables de nous répondre. Alors, moi, j'ai une autre question que je pose là encore au ministre. C'est qu'au fond... Oui, le respect, bon, ça marche pour tout le monde, hein, le respect. Enfin, franchement, S'il vous là, on plaît, est Madame devant, Autain, on revient dans le registre du débat qui s'était très bien installé depuis ce matin. On ne recommence pas dans les invectives de part et d'autre, d'ailleurs. Allez-y, Madame Autain. J'ai une question pour le ministre. Au fond, puisque c'est assez peu préparé et que les Français sont très inquiets, pourquoi est-ce que le recours à un référendum n'est pas envisagé par votre gouvernement, ce qui permettrait de calmer le jeu et justement d'avoir un grand débat national sur un enjeu majeur qui est un des piliers de notre système de sécurité sociale? Merci. Le 3769, Madame... non, Monsieur Corbière est là. Donc le 3768. Oui, Madame la Présidente, effectivement, le but, c'est de supprimer, dans notre amendement, de supprimer l'alinéa 15, parce que nous ne voulons pas que le Code de sécurité sociale soit modifié pour rendre applicable cette réforme. Mais au vu des échanges qui sont là, entre nous, de l'indiscutable enlisement de la situation, c'est-à-dire que c'est un coup de force qui est fait selon nous, les conditions de travail ne sont pas réunies, personne évidemment n'a lu l'étude d'impact qui fait 1000 pages, c'est un mensonge absolu, donc ne nous faites pas croire que vous-même vous maîtrisez ce document. Non, c'est impossible, j'espère qu'au moins chaque parlementaire a la sincérité. Non, mais c'est une question de qualité de travail, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont opposés à ce texte, mais même à ceux qui l'approuvent, voilà c'est tout. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Et je renouvelle ce que vient de dire ma collègue Clémentine Autain. Ayons au moins, adressons-nous au peuple souverain, tranchons cette question démocratiquement et faisons en sorte qu'on donne la parole au peuple. Sur un sujet aussi important, pourquoi vous voyez bien, ces échanges deviennent de plus en plus désagréables, la fatigue merci, est là. Merci, Monsieur Corbière, merci. Non, mais... Alors, le 3769, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une autre question. On parle souvent qu'on a beaucoup de déserts médicaux. N'êtes-vous pas inquiet lundi avec les blouses noires, les blouses blanches manifestées, les podologues, les kinés, les médecins? N'êtes-vous pas inquiet de vous dire que vous allez peut-être faire fuir les étudiants de cette belle profession? On avait déjà des problèmes de recrutement, de donner envie aux étudiants d'aller vers ces belles professions. Est-ce que ça vous inquiète, oui ou non? Merci. Alors, monsieur le rapporteur, sur ces amendements, on n'a pas d'autres. Hein. Il faut une attention spécifique aux futurs étudiants de médecine. Nous, on a, pour résoudre la problématique des zones blanches, on a supprimé le numerus clausus, mais on sait que ça ne fera effet que dans 12 ans. Il y a de la demande en tant qu'étudiant. C'est pas ça la question sur la santé. Sur la question, il faut améliorer l'attractivité dans certains territoires. Il y a une politique qui est menée par Agnès Buzyn avec des propositions qui sont intéressantes. C'est pas le sujet ici. Ici, c'est qu'on intègre tout le monde dans ce système universel et qu'on prenne le temps sur les trajectoires pour les rapprocher du système universel. C'est le principe d'une réforme qui prend son temps. On reproche souvent aux politiques de réagir sur l'instant.
Nous, on a pris le temps de définir un cadre sur lequel on va donner, c'est l'histoire du cap dont j'ai parlé, on donne le cap à ce pays pour aller dans cette direction qui est à l'horizon de 7-8 ans au début et puis de 15 à 20 ans pour chacune des professions. C'est prendre le temps et vouloir apaiser les transitions, donc défavorable une fois de plus à cette suppression d'alinéa. Alors, Monsieur Woerth, vous aviez demandé la parole. Oui, je voulais dire au rapporteur, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises là, depuis quelques minutes, sur le système universel, puisque vous revenez sur l'idée qu'il faut mettre en place un système universel, que c'est très large, ça prendra beaucoup de temps, etc. Bien sûr, mais nous, ce que nous contestons, c'est au fond l'opportunité de le faire. Nous contestons l'opportunité que vous devez créer, vous pensez créer, ou vous avez le sentiment d'avoir une mission qui est celle de créer un énorme système universel. Nous pensons que c'est inutile et inefficace. Évidemment qu'il faut mettre un peu d'ordre, et il y a eu beaucoup d'ordre mis, et qu'il faut continuer à mettre de l'ordre dans les choses, mais un système qui arrase les caractéristiques professionnelles de tout le monde est un système qui reproduira à un moment donné, et vous le voyez bien, vous commencez dès maintenant à le faire, reproduira des exceptions un peu partout. Cette architecture extrêmement centralisée, très, très française d'ailleurs, elle est souvent extrêmement dangereuse. Vous pouviez faire autrement, plus efficace et plus utile. Merci. Monsieur Mattei. Oui, moi je voudrais vous faire part un peu de mon expérience. Moi j'ai travaillé pendant 30 ans auprès des professions libérales, analyser leur évolution, leur bilan et autres. Et on a très peu de visibilité aujourd'hui sur ces problèmes de retraite. D'abord, c'est pas ce qui préoccupe un jeune médecin qui s'installe, un infirmier et autres. C'est pas sa préoccupation première, mais on a besoin de visibilité. Et moi, je pense qu'avec le système qu'on est en train de mettre en place, on aura de la visibilité. Aujourd'hui, on n'en a aucune sur les régimes de retraite. Et on va mettre en place un outil nécessaire. Moi, je pense que c'est une très bonne réforme. Bon, on parle d'études d'impact. Bien évidemment qu'on ne peut pas avoir de précision sur 20 ans, 30 ans. Soyons sérieux. Les évolutions aussi des structures, les professions libérales, soit sont en individuel, peuvent se mettre en société d'exercice libéral, peuvent opter à l'impôt société. On a vu des évolutions de statut au cours des années. Rien n'est figé. Et heureusement. Mais moi, je pense que ce qui est fondamental dans cette réforme, c'est qu'on aura de la visibilité. Et je crois qu'il ne faut pas bouder cette possibilité. Monsieur Vallaud, vous évoquez qu'on n'est pas préparé. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On met en place un outil pour l'avenir. Et donc, ça me semble fondamental. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, mettons en place un outil de clarification de nos statuts, et je pense que tout le monde s'en portera bien mieux. Alors, Monsieur Véran. Pour répondre à Madame Fiat, la réforme, elle porte en elle aussi la possibilité d'avoir un changement de l'âge d'annulation de la décote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'un médecin libéral, par exemple, il commence à 24 ans. 43 ans et demi de cotisation, c'est mon cas, retraite à 67 ans. L'annulation de l'âge de la décote, dans le cadre du projet de financement des retraites, ce sera plus 67, mais ce sera 65, voire 64. Donc je vais vous dire un truc, aujourd'hui, quelqu'un qui se destine à la médecine libérale et qui rentre dans le régime universel, il est assuré de pouvoir prendre sa retraite plus tôt. Ce sera le cas pour d'autres professions libérales. Maintenant, Mme Fiat, il y a aussi des indépendants, il y a aussi des entrepreneurs qui, arrivés à 65, 66, pourquoi pas 67 ans, n'ont pas forcément envie de passer la main, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément identifié de succession, et ils ont envie de continuer plus longtemps. M'adressant à une députée de la France Insoumise, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'arrêter et qui ont envie de continuer un peu plus longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront maintenant la possibilité de s'arrêter plus tôt grâce à l'annulation de l'âge de la décote. Bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Ah si, je sais pourquoi on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est positif pour les Français, et ça, vous ne le mettez jamais en avant. Merci, Monsieur Vallaud. Je comprends aussi depuis hier et puis ce matin, à travers ce que vient de dire notre collègue Mattei, qu'en fait, cette loi, elle est là pour définir les objectifs de l'action de l'État en matière d'assurance vieillesse, de retraite. Donc la question se pose, pourquoi y a-t-il par ailleurs 29 ordonnances et renvois à son décret? À ce moment-là, c'était l'objet d'autres textes, d'autres lois ordinaires. Si c'est en effet, il s'agit simplement de fixer un cadre, les objectifs de l'action de l'État, ça s'appelle une loi de programmation. C'est autre chose. C'est l'objet de la consultation du CESE. On n'est pas, enfin, vous vous êtes trompé de procédure. Voilà. Alors moi, j'aimerais avoir une question un peu précise sur les avocats. Vous avez dit que l'assiette, le taux serait fixé par décret.
et que tout est expliqué dans l'étude d'impact. Est-ce que vous pourriez, s'agissant de ce qui va se passer pour les avocats, nous dire quel calendrier vous avez en tête? Merci beaucoup. Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, de m'avoir expliqué ce que vous aviez mis en place par rapport au numerus clausus. Et alors, peut-être que je vais vous rappeler aussi que ma position est le fait de dire que stopper le numerus clausus sans ouvrir de postes d'enseignants et sans ouvrir d'amphithéâtre, on n'est pas prêt d'avoir les résultats. Alors, me dire que vous prenez le temps, vous me permettrez un petit peu d'être taquine. Dommage d'avoir choisi une procédure accélérée. Parce que quand on décide de prendre autant de temps, c'est dommage de choisir une procédure accélérée avec les parlementaires. Et Monsieur Véran, vous me prenez l'exemple, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de médecins qui vont adorer ce système. Ben moi, je vais vous parler de mon kiné qui, lui, me dit qu'avec ce système, il va fermer le cabinet et qu'il va conseiller à personne de faire sa profession. Alors, Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, il y a une idée qui a été évoquée pendant la campagne électorale. Ensuite, vous avez mis en place un haut commissaire dont l'objectif était de réfléchir, travailler, discuter, concerter, etc. pendant 1 an et demi ou 2 ans. Donc c'est quand même pas mal de temps. Et puis vous avez décidé de passer à la phase opérationnelle. Et là, franchement, comment avez-vous pu ne pas voir que ça allait provoquer un tel rejet dans la population, de telles fractures dans la société, de telles mobilisations? Je m'interroge si vous n'avez pas vraiment écouté pendant 2 ans ce qui s'est dit, parce que je pense que ça s'exprimait déjà, tout ça. Donc on a effectivement un souci, et vous auriez pu, ayant fait cela, ayant porté cette idée, ayant essayé de regarder ce qu'elle donnait, vous rendre compte que bon, finalement, ouais, elle n'est pas si bonne que ça, et que vous deviez revoir votre copie et vos objectifs. Mais non, vous avez décidé de continuer quand même. Donc ça, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je pense qu'un peu de pragmatisme... Oh. Excuse-moi. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Pardon, Pierre. Je mets donc aux voix ces amendements qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. Nous en arrivons à l'article 5 avec des amendements de suppression de l'article. Le 549, c'est Monsieur Dharréville? Oui, Madame la Présidente, juste pour terminer mon propos avant de commencer le suivant, Monsieur le rapporteur, vous nous avez dit on a pris le temps, on a pris le temps. Le problème, c'est que là, nous, on ne va pas prendre le temps. Donc, je ne suis pas sûr que cette formule doive continuer à prospérer chez vous. Bien. Ceci étant dit, l'article 5 prévoit que le système universel de retraite, dit universel, c'est évidemment ce que nous contestons, s'applique aux salariés et aux exploitants agricoles. Nous pensons que le passage à un système à points ne se justifie pas pour relever les droits des retraités agricoles. D'ailleurs, vous ne prenez aucune disposition pour relever les droits des retraités actuels du monde agricole. Donc nous avons formulé des propositions qui permettent de le faire immédiatement. Vous les avez repoussées. Nous pensons que c'est une très mauvaise manière de procéder que vous avez choisie. Merci. Le 3919, Madame Autain. Oui, Madame la Présidente. Alors, nous connaissons les difficultés que connaissent aujourd'hui les retraités qui relèvent du régime des exploitants agricoles. Et en fait, leurs difficultés sont d'abord des difficultés de revenus, avec une faiblesse structurelle de leur pension qui découle évidemment de la faiblesse de leurs revenus et aussi de la faiblesse des cotisations. Alors, cette faiblesse, elle est structurelle parce qu'elle s'inscrit dans la politique agricole plus globale que nous contestons. Et d'ailleurs, en 2017, selon une étude qui a été publiée par la MSA, on sait maintenant que 30% des agriculteurs et des agricultrices gagnaient moins de 350 € par mois. Ça fait littéralement froid dans le dos. Et d'ailleurs, les conséquences
sont terribles, puisque les suicides sont massifs et de plus en plus nombreux, et qu'on est face à une population, une catégorie de personnes qui travaillent sur des métiers qui sont fondamentaux pour nous et qui sont en immense détresse. Donc, pour l'instant, in fine, donc les pensions... Merci, Madame Mes Autain. collègues vont prendre la suite. Oui. Le 3922, Monsieur Corbière. Mais je reprends la suite. Rien ne justifie de mettre en place ce système pour augmenter les pensions de retraite de ceux qui travaillent dans le secteur agricole. Je rappelle en plus que dans les débats qui ont précédé la présentation de cette réforme, beaucoup de choses totalement fausses ont été dites. Le problème, c'est pas tellement les salariés d'ailleurs qui travaillent dans le milieu agricole, c'est souvent ceux qui sont les exploitants eux-mêmes, qui se retrouvent dans des situations tout à fait difficiles. Et effectivement, le collègue d'Aréville le précisait tout à l'heure, il y a des propositions qui ont été faites, qui permettaient de maintenir notre système de retraite, qui permettaient de revaloriser la situation de ceux dont je viens de décrire, que vous avez rejeté. Et là, contrairement aux affirmations qui sont faites, ce système met en danger aujourd'hui notre système plus général de retraite et apporte une aide assez peu significative à ceux qui sont concernés par ces situations dramatiques que décrivait Clémentine Autain, 300-350 € par mois, qui sont dus bien souvent à leurs conditions après difficiles de travail, que ce projet de loi ne règle absolument pas. Merci. Le 3923, Madame Fiat. Merci, Monsieur le... il n'y en a pas d'autre. Ah si. L'amendement 21088, Monsieur Vallot. Oui, simplement pour rappeler qu'à la fin du quinquennat dernier, à l'unanimité, toute sensibilité politique confondue, les parlementaires, enfin les députés, avaient adopté la proposition de loi d'André Chassaigne pour porter à 85% du SMIC immédiatement, y compris pour ceux qui étaient déjà retraités, le niveau des retraites agricoles. Au Sénat, dans les mêmes dispositions, toutes les familles politiques étaient décidées à satisfaire à cette mesure de justice. Et à l'époque, le gouvernement y avait fait, par une motion de procédure un peu abjecte, il avait fait échec en disant « mais attendez, vous inquiétez pas, il y aura la réforme des retraites ». Et puis la voilà. Et puis la loi, évidemment, ne concerne pas ceux qui sont déjà à la retraite. Je sais que quand j'ai eu l'occasion d'évoquer cette difficulté avec certains parlementaires de la majorité, ils m'ont dit qu'il y a le minimum vieillesse. C'est bien que ce n'est pas la même chose. Donc on en est là, et je ne suis pas certain que la promesse qui avait été celle du gouvernement de ce rendez-vous au moment de la réforme des retraites soit totalement tenue. Merci. Et le suivant n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Je vous avoue être surpris sur les professions d'avant, sur les avocats, messieurs les députés, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, vous avez fait des amendements de suppression ligne à ligne. Preuve sûrement d'un intérêt important à l'égard de ces professions, et ce qui est légitime. Sur le sujet agricole, un amendement. Vous avez déposé un amendement. Ça veut dire que ça ne doit pas être au cœur de vos préoccupations du quotidien. Et vous avez cité, là je vais en profiter, je vais m'écarter du sujet. Vous avez profité du mal-être des agriculteurs, vous avez cité ce sujet-là. Moi je vais vous citer une déclaration d'un de vos collègues lors du discours des EGA, votre collègue Lachaud, qui déclare que, à propos des éleveurs, qui déclare les vaches deviennent sourdes à force de beugler quand on les sépare de leurs petits veaux. Et bien ces phrases-là font beaucoup plus de mal aux agriculteurs que vos prétendues considérations. Voilà, j'avais besoin de le dire parce que cette phrase, on me l'a ressortie plein de fois. C'est votre collègue Lachaud qui l'a sortie. Il n'est pas là, mais en termes d'attention, l'attention, ça se fait au quotidien. L'attention, ça se fait au quotidien, et des déclarations justes pour attirer l'attention des gens peuvent faire beaucoup plus de mal que les réalités économiques sont certes difficiles et très difficiles, mais il faut faire attention au quotidien avec les gens fragiles. Donc, sur ces sujets-là comme sur d'autres, je vous rappelle qu'en agriculture, c'est un système à points intégral sur l'intégralité de la carrière, qu'on est extrêmement redistributif entre nous. Le système n'est pas proportionnel, on doit absolument être redistributif entre nous, et donc on n'a pas attendu la réforme pour essayer de pallier aux difficultés. Et puis, concernant M. Vallot sur le minimum de retraite, ok, on ne fait pas le stock, sauf que dès 2022, on n'attend pas 2037, dès 2022, au moins, on va régler le problème. Vous
Vous étiez en responsabilité jusqu'avant, vous n'avez pas bougé d'un poil. Donc défavorable. Merci. On continue de ne pas s'interrompre si possible. Alors, Madame Rabault, Monsieur Dharréville et Madame Autain. Non, Monsieur Corbière, c'est un par groupe. Oui, merci Madame la Présidente. Je trouve, Monsieur le rapporteur, qu'en termes de procédure, attaquer un collègue qui n'est pas présent, c'est pas très réglo. Mais bon, on va voir au fil des débats. Deuxièmement, sur les agriculteurs, c'est un mensonge et le ministre ne m'a pas répondu la semaine dernière. 1 000 € minimum, c'est si on a cotisé au niveau du SMIC toute sa carrière. Combien d'agriculteurs dégagent suffisamment de revenus pour cotiser au niveau du SMIC? Moins de la moitié. Moins de la moitié. Alors ne venez pas raconter d'histoires. Plus de la moitié des agriculteurs n'auront pas 1 000 € de retraite par mois. C'est archi faux. Deuxièmement, vous aviez la possibilité depuis 2 ans et demi de voter la loi, de faire en sorte qu'au Sénat, la loi qui permet de porter la retraite agricole pour un chef d'exploitation qui a une carrière complète à 85% du SMIC. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Qu'est-ce que vous attendez pendant 2 ans? Alors, vous voulez prendre votre temps, certes, mais là, il y a urgence. Troisièmement, vous dites que rien n'a été fait. Les 2 seuls qui ont augmenté la retraite des agriculteurs, c'est Lionel Jospin en 2000 et c'est François Hollande en 2013. Vous pouvez dire que c'est pas assez. Vous pouvez dire que c'est pas assez. Ils ont donné des points gratuits de retraite pour que la retraite des agriculteurs puisse être augmentée. Ce sont les 2 seuls. Le jour où vous aurez fait autant qu'eux, vous aurez le droit aux commentaires. Écoutez, Madame Rabault, on ne va pas parler sur ce ton. Tout le monde a le droit à des commentaires, tout le monde a le droit de s'exprimer dans cette... Eh bien, vous aussi, mais donc ne terminez pas votre propos sur ces termes-là. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de s'exprimer comme il l'entend. C'est bien ce que je viens de dire. Voilà. Donc, Monsieur Dharréville. Oui, merci. Bon. Sur cette question des retraites des agriculteurs, il a été expliqué assez clairement que André Chassaigne avait formulé une proposition qui avait largement rassemblé et que vous l'avez repoussée et que non content de l'avoir repoussée en nous disant il y aura des réponses, il n'y a pas de réponse au bout du compte. Voilà. Bon, donc là, on attend toujours des engagements de la part du gouvernement sur ce sujet. Je voudrais revenir un instant en arrière, tout à l'heure à propos de la décote. Je voudrais signaler, d'abord, moi je propose la suppression de la décote. Deuxièmement, l'argument que vous avez évoqué, mon cher collègue Olivier Véran, il va rapidement s'éteindre, puisque avec le temps, l'âge d'équilibre va évoluer pour la génération 90 jusqu'à 66 ans et demi. Vous voyez que l'argument que vous employez, il va vite être à bout de force. Merci, Madame Autain. Oui, je voudrais m'adresser au rapporteur, m'adresser à lui parce qu'il est présent. Lui, il s'adresse à des députés qui ne sont pas présents, ce qui n'est pas très élégant, mais monsieur le rapporteur, c'est sans doute la fatigue. Vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous n'avez pas suivi. Nous déposons des amendements sur chaque alinéa. Donc votre effet de manche qui voulait prendre la défense des agriculteurs, comment dirais-je, injustement sous-traité par la France Insoumise, tombe à plat. Je suis désolé pour vous. Deuxièmement, je voudrais citer quand même le fait que, par exemple, le ministre Didier Guillaume, que vous connaissez sans doute, a déclaré, je le cite, « Les pensions des agriculteurs déjà retraités actuellement très basses ne seront pas revalorisées dans le cadre de l'actuelle réforme », a dit Didier Guillaume. Donc je pense que c'est aussi cette parole, vous la porterez auprès des agriculteurs que vous connaissez manifestement mieux que nous, à vous entendre. Et enfin, je vous cite aussi ce que dit la Confédération paysanne. Vous savez, ce sont des agriculteurs, pas comme vous. Eux, ils disent, ce qu'affirme le gouvernement sur les agriculteurs, qui seraient les premiers bénéficiaires de la réforme des retraites, est un mensonge. Voilà, je voulais vous porter sa connaissance de ces arguments. Nous allons continuer à demander la suppression de alinéa par alinéa tel que nous le faisons. Monsieur je propose Véran. que monsieur le rapporteur aille boire un petit café parce qu'il est un peu fatigué. Bon, monsieur Corbière, on va continuer sur le ton qu'on avait adopté. C'est absolument pas gentil. Vous le savez très bien. Et restons calmes. Et on n'est ni fatigué, on n'est pas plus fatigué que vous. Ça va aller. Alors, monsieur Véran. Oui, clairement, ça avait bien démarré ce matin et je voudrais dire sans provocation que je préfère nettement la France insoumise à la France insolente. Pour répondre à ma collègue... Ben exactement, des deux côtés, dans le micro, des deux côtés, monsieur comme ça, les Corbière. gens vous entendent quand vous criez. Parce que quand ils vous regardent à la télé, ils vous voient juste bouger, ils vous entendent pas les cris si vous allumez pas votre micro quand vous nous criez dessus. Criez dans le micro, monsieur Corbière. Allumez, assumez. Je vous donne du temps de parole si vous voulez crier. Je vous donne du temps de parole si vous voulez crier. Alors, je vous assure que les invectives personnelles n'intéressent personne.
Monsieur Corbière, vous êtes arrivé il y a 10 minutes, la tension est montée de 3 crans. Hier, vous avez fait un tour de 3 quarts d'heure en commission, la tension est montée de 3 crans. Vos collègues se comportent, je suis désolé, de manière remarquable depuis ce matin. Je me suis permis de le faire remarquer, c'est plutôt un compliment pour vos collègues qu'une attaque contre vous. Je voulais répondre à Madame Rabault, je crois, sur la question du MICO, du minimum contributif, parce qu'on avait suivi ensemble le débat sur la réforme des retraites de 2013, et j'ai sorti des... On peut considérer que ce n'est pas suffisant. Ah, c'est pas vous, alors c'est peut-être Monsieur Vallot, pardon. On peut considérer que 1 000 € ou 1 040 €, c'est peut-être qui sortira de la conférence de financement, c'est pas suffisant pour un agriculteur qui a cotisé toute sa vie. On peut avoir la même sensibilité que vous sur la question de ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des agriculteurs aujourd'hui retraités et qui ne pourraient pas bénéficier du MICO. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut être capable de travailler, notamment avec les collègues du MoDem qui sont sensibles à la question, et je pense qu'on peut l'évaluer, l'expertiser d'ici le prochain budget de la Sécu. Je voudrais néanmoins vous dire qu'en 2013, j'ai les comptes rendus du débat à l'époque, que ce soit par la voix d'Arnaud Robinet du côté des LR ou par la voix de Marisol Touraine côté Parti socialiste, il était dit, je cite, qu'il serait tout à fait normal que les plus modestes des chefs d'exploitation agricole voient leur pension portée à 75% du SMIC d'ici à 2017. Je rappelle juste qu'on peut considérer que ce n'est pas suffisant, 85% du SMIC, mais c'est quand même 10% de plus que les 75% qui ont été adoptés en 2013. Merci. Alors, je mets aux voix ces amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Une autre série d'amendements identiques, le 3953, Madame Autain. Oui, je vous remercie. Je renfonce le clou sur le fait que nous avons supprimer les articles de façon très méthodique, donc il n'y a pas de désintérêt, contrairement à ce que vous affirmez vis-à-vis des agriculteurs. En revanche, nous n'avons pas la même façon de prendre le sujet, au sens où nous estimons qu'augmenter les revenus des agriculteurs est le meilleur moyen de leur assurer une pension correcte. Et donc, mais non, absolument pas. Donc, ça suppose une refonte totale de la politique agricole. Et là, cet amendement concerne les conjoints des agriculteurs qui sont bien souvent, évidemment, des agricultrices et qui ne sont pas reconnus comme telles, c'est-à-dire qui échappent d'une certaine manière à des droits. Elles sont invisibilisées et on a des règles actuelles qui sont très complexes parce que pour bénéficier du statut de collaborateur, d'agriculteur, la personne dépend exclusivement de l'exploitant. Donc là, nous avons un amendement qui propose de les reconnaître et de nous remettre donc un rapport au Parlement non truqué sur la création d'un service rattaché à la Caisse nationale des retraites ayant pour fonction de s'assurer que tous les conjoints d'exploitants, toutes les conjointes, sont bien déclarés et cotisent pour leur retraite. Voilà l'objet de notre amendement. Merci. Le 3956, Monsieur Corbière. Oui, non, mais j'insiste sur ce qu'on a dit la collègue Autain. C'est une question fondamentale, la question du conjoint et particulièrement de la conjointe de l'exploitant, qui n'est pas traité dans le projet que vous nous proposez. C'est le sens de notre amendement, qu'une étude puisse être faite et que nous puissions légiférer sur cette question fondamentale qui permettra l'amélioration des conditions de retraite de nos agriculteurs. Merci. Merci. Le 3957, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. J'appuie effectivement sur cet amendement qui, vous l'admettrez, est un amendement de bon sens. Hier soir, on nous a beaucoup taquiné sur le fait que c'était que des amendements de suppression, qu'on attendait nos amendements de proposition. Celle-ci est une très bonne proposition. Je vous invite donc tous à la voter. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Alors, je vais vous faire part que je partage une interrogation similaire sur le statut des conjoints. Donc, d'abord, une précision, ils sont abordés à l'article 20 de ce texte de loi. Mais moi, je porte une réflexion qui n'est pas encore aboutie pour l'instant, parce que le statut de conjoint d'exploitant qui existe, qui a été mis en place, a permis à un moment donné, et je l'ai connu dans ma propre famille, une protection sociale pour effectivement essentiellement les épouses d'agriculteurs. Aujourd'hui, moi je m'interroge sur l'intérêt de maintenir, ou de pouvoir à des nouvelles personnes rentrer dans ce système-là, parce que vous êtes aussi sensible, j'en suis sûr, à la question de l'égalité homme-femme, et le statut de conjoint d'agriculteur, et qui est plutôt une conjointe, a plutôt tendance à maintenir une forme de déséquilibre et de renvoyer à
un statut qui n'est pas celui aujourd'hui que nous souhaitons pour les hommes et les femmes. Donc moi, je serais plus favorable, mais c'est quelque chose avec lequel je discute avec le ministère de l'Agriculture, sur une limitation dans le temps de ce statut qui peut permettre parfois l'installation progressive d'une épouse d'agriculteur qui voudrait revenir sur la ferme. Mais il faut s'interroger sur le maintien de ce statut qui a apporté une protection, mais qui parfois maintenant maintient des femmes dans une précarité. Et pour l'avoir connu, quand les agriculteurs qui suivent finalement les mêmes évolutions sociétales que les autres, quand il y a une séparation entre un agriculteur et sa conjointe à 45 ans, par exemple, la conjointe se retrouve dans une situation vis-à-vis des droits à la retraite extrêmement dans une très grande précarité. Donc, sur ce sujet-là, nous avons une inquiétude commune. Elle sera abordée plus en aval, mais c'est quelque chose auquel je suis sensible. Mais défavorable à cette rédaction à ce niveau-là du texte. Merci. Alors, il y a M. Vallot et M. Mattei. Oui, j'avais, il y a quelques prises de parole, posé une question sur la façon dont se passerait la transition pour les avocats. Bon, il n'y a pas de réponse en séance, mais heureusement qu'il y a les dépêches AFP pour savoir ce que dit Madame Belloubet, pour savoir qui conduit quoi comme discussion et à quoi nous servons au moment où nous débattons. Merci. Monsieur Mattei. Oui, il existe une mesure qui a été prise dans la loi Pacte sur le conjoint. C'est l'article 5 quinquies de la loi Pacte qui prévoit une obligation. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le coût de ce que ça peut représenter. Ça, c'est un vrai sujet. Et je suis tout à fait d'accord avec la position du rapporteur sur ces interrogations qu'on peut se poser par rapport aux installations futures et autres. Mais c'est déjà prévu par un dispositif législatif. Vous voyez que la majorité ne fait pas que de mauvais textes. Madame Autain. Oui, je voudrais enfoncer le clou de la question de mon collègue Boris Vallaud, puisque à l'instant, nous lisons la dépêche AFP de Madame Belloubet, qui nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de cotisation pour les avocats jusqu'en 2029. Donc, c'est quand même assez effrayant de voir qu'au moment même où nous avions ce matin le débat sur la question, ah oui, c'est assez effrayant. Le niveau de non-réponse ici et d'impréparation du gouvernement est proprement hallucinant. Donc, est-ce que vous nous confirmez l'annonce de Madame Belloubet ? Alors, monsieur le rapporteur, non, c'était des prises de parole, c'était défavorable. Donc, je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3936, Madame Autain. Oui, Madame la Présidente, on attend toujours notre réponse, on sera ravis de l'avoir, on a plein d'autres questions encore. Mais là, il s'agit de continuer sur les agriculteurs. Nous avons un amendement qui vise à ce que le gouvernement nous remette un rapport qui permettrait tout simplement d'améliorer concrètement la situation des agriculteurs et des agricultrices. Et donc d'agir sur leurs revenus supplémentaires, et nous faisons un certain nombre de propositions que nous voudrions voir mettre à l'étude dans une logique qui est aussi une logique de transition écologique, parce que les agriculteurs sont évidemment les premiers acteurs, enfin font partie en tout cas des acteurs tout à fait essentiels dans notre objectif de transition écologique. Subventions destinées à compenser les investissements et autres coûts générés par la transition écologique de l'agriculture, rémunération de services spécifiques fournis à la société par l'agriculture écologique, soutien aux revenus des exploitations agricoles situées en zone défavorisée, soutien à l'installation de nouveaux agriculteurs, soutien au réseau d'appui à la transition écologique et soutien à la transition du système alimentaire, y compris via des dotations à la restauration collective, qui est une question, à mon avis, tout à fait décisive pour notre basculement. Donc voilà le rapport que nous demandons, qui permettrait de mettre à l'étude les pistes que nous mettons sur la table. Merci. L'amendement suivant, le 3939, Monsieur Corbière. Défendu. Le 3940, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous l'aurez bien compris, hein, c'est une demande de rapport parce qu'on n'a pas le droit de dépenser d'argent. Donc, on est obligé de proposer un rapport. Mais cet amendement qui demande un rapport préconise des pistes d'amélioration qui permettent une hausse des revenus
des exploitants, et la mise en place d'un revenu minimum garanti pendant la vie des agriculteurs exploitants est nécessaire afin de garantir des pensions correctes, et les revenus supplémentaires pourront en plus être incitatrices à la transition écologique. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et ce rapport permettrait donc de résoudre deux difficultés: la pension des agriculteurs et travailler sur pardon, je ne trouve plus mes mots, la transition écologique. Merci. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Que notre société soit traversée de bon nombre de difficultés, c'est une certitude, et que la pension reflète parfois les difficultés accumulées au cours de la carrière, c'est aussi une certitude. Les écarts de salaire hommes-femmes, les difficultés de revenus des agriculteurs. Mais pour autant, c'est pas ce système. Il peut corriger un certain nombre d'égalités, on s'y est engagé, mais c'est pas ce système de régler toutes les difficultés accumulées au préalable. Il faut travailler sur ces difficultés, il faut travailler sur l'égalité des salaires hommes-femmes, il faut travailler sur la rentabilité de l'agriculture et du modèle agricole. C'est des sujets à part entière, et c'est pas le lieu ici, même si on peut le rappeler, et on y est tous sensibles, mais c'est pas le lieu ici du système universel d'apporter des solutions à tout ce qui n'a pas été fait au préalable. Donc défavorable. Merci. Monsieur Mignola. Oui, d'un mot, Madame la Présidente. Je ne veux pas troubler le débat sur la question très importante des agriculteurs, mais peut-être revenir sur les questions qui ont été soulevées par nos collègues sur la dépêche AFP s'agissant des avocats. Puisque je crois que nous avons été quelques-uns, tous groupes confondus, à rencontrer de nombreux avocats au cours des derniers jours et des dernières semaines. Et en l'occurrence, j'avais eu cette information, et pas de la part du gouvernement, mais de la part des avocats eux-mêmes, dans le cadre des négociations qui sont conduites avec la ministre. Donc 2 observations sur ce sujet. Première observation, la majorité a assumé dans ce texte de laisser de la place à la démocratie sociale et aux discussions bilatérales qui sont très légitimes entre le gouvernement et les professions. Et j'espère qu'au cours des jours qui viennent, nous pourrons remplir les places ainsi laissées pour mettre dans le dur les avancées que nous aurons certainement sur les retraites progressives, la pénibilité, et des solutions à trouver, par exemple, pour la profession d'avocat. Ça me fait faire une deuxième observation. Les propositions qui sont décrites dans la dépêche à laquelle vous faites référence sont des propositions qui avaient déjà été faites il y a déjà une quinzaine de jours dans les premières réunions transparentes, puisqu'elles avaient fait l'objet d'informations ensuite entre la garde des Sceaux et les professions d'avocats. Elles ont été réitérées par le Premier ministre, précisées encore, discutées. Et en l'occurrence, je pense que c'est extrêmement important pour cette profession qui vit beaucoup d'inquiétudes à propos du texte que nous sommes en train d'étudier. Et de toute évidence, les informations ne redescendent pas à certains parlementaires, ne redescendent pas à tous les avocats représentant la profession d'avocat. Et il est probablement temps pour nous que ces informations redescendent pour qu'on puisse faire redescendre la pression et faire tomber les inquiétudes. Merci, Monsieur le Ministre. J'arrive pas à appuyer sur le truc. Oui, un petit mot. Je ne doute pas que le député Boris Vallaud suive de très très près le sujet des concertations des avocats, mais je pense qu'il ne doit pas être dans toutes les réunions lui-même. Mais ceci étant, je pense qu'il doit lire régulièrement les communiqués de presse, et comme il m'a dit lui-même, s'entretenir souvent avec des personnes de la profession, donc il doit en avoir, j'imagine, régulièrement les échos, sauf à faire l'hypothèse, comme l'a fait le président Mignola, que les restitutions qu'on lui faisait étaient incomplètes. Alors, le sujet de la caisse des avocats, c'est un sujet puisque cette caisse a aussi, dans sa réalité actuelle, à gérer ses perspectives de démographie. Cette caisse a déjà prévu un certain nombre d'augmentations de cotisations. Et donc, ces augmentations de cotisations, c'est celles qui vont perdurer jusqu'à 2029. Et donc, il est tout à fait possible, par rapport à la question d'ailleurs qui était posée tout à l'heure sur les médecins, et du sens qui était donné à tout ce qui est autour des transitions, il est tout à fait possible de trouver avec chaque profession les conditions de la transition.
Et pour les avocats, il avait été prévu par leur caisse des augmentations prévisionnelles de cotisation. Eh bien, il est sans doute, je crois, de bonne politique que de ne pas rajouter d'autres augmentations de cotisation et d'établir avec eux, dans le cadre de la concertation avec ces professions, à quel moment, s'il devait y avoir des évolutions de cotisation, elles doivent se faire sentir. Voilà, donc tout cela a été déjà bien connu de tous. Et pas que de la représentation nationale. Et simplement, c'est un rappel de la façon dont le gouvernement, dans le dialogue, dans l'écoute, avec la volonté de donner aux avocats toute leur place dans le système de retraite universel, aussi de respecter leurs spécificités, leur souhait de maintenir une péréquation importante entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus dans le cadre de la retraite, soit prise en compte. Et puis, nous en avions parlé assez longuement hier, je m'en souviens très bien, notamment de l'importance de maintenir une viabilité économique pour toutes ces professions libérales, avec notamment le changement d'assiette de CSG. Ça fait partie des éléments qui ont été rappelés aux avocats, mais comme d'ailleurs je l'ai moi-même rappelé, pas trahir ici de confidence de réunion bilatérale, mais comme je l'avais rappelé à d'autres professions libérales, les notaires, les médecins, et c'est bien normal que pour les avocats, le sujet soit aussi abordé. Madame Rabault. Oui, je crois quand même qu'on ne peut pas avoir des travaux éclairés dans la commission si vous ne nous donnez pas quelques éléments chiffrés et précis. La question des avocats a été posée par plusieurs de mes collègues, et notamment par le président Mignola. Il faut que vous puissiez, vous dites, monsieur le ministre, qu'il va y avoir des compensations via la CSG. Bon. Vous rajoutez un tuyau là où il n'y en avait pas, où vous complexifiez quand même sacrément les choses. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner le bilan financier global, une fois que vous avez fait votre intégration de CSG, changement de l'assiette, en passant de l'assiette nette à l'assiette brute, que vous puissiez nous donner l'équation précise? Et deuxième question, est-ce que la baisse de rentrée de CSG va être compensée par le gouvernement aux administrations de sécurité sociale ou pas? Parce que sinon, ça fait un manque à recevoir pour la sécurité sociale. Merci, Monsieur Carrez. À quel point le gouvernement va être en difficulté à vouloir tout unifier et à mettre en place un système unique jusqu'à 3 passes qui englobe l'ensemble des caisses autonomes. Parce que, là on parle des avocats, mais il peut y avoir le problème des experts comptables, enfin toutes ces professions indépendantes qui ont des régimes spécifiques, qui ont souvent des excédents, qui vont subir des augmentations de cotisations sans que toujours à la clé il y ait des augmentations de leurs droits à retraite. Et donc ça crée beaucoup d'anxiété. Et moi je pense que le gouvernement devrait s'inspirer de nos propositions qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus réalistes, puisque nos propositions, elles se résument très simplement. Nous sommes d'accord sur l'idée jusqu'à un pass d'avoir un socle commun qui embrasse public, privé et puis l'ensemble des indépendants, mais au-delà que par le maintien de régimes complémentaires, ce qui ne veut pas dire pour autant inéquité, parce que chacun de ces régimes, chacune de ces professions a ses spécificités, au-delà, on garde ces caisses complémentaires, des régimes autonomes, et on évite tout un ensemble de difficultés, d'inquiétudes, de problèmes de compensation, de CSG, et je ne comprends pas vraiment cette volonté, qui est en fait une volonté bien française d'ailleurs, de centralisation, d'étatisation, d'unification, d'uniformisation, qui est vraiment contraire à l'histoire de la construction de notre système de retraite par répartition. Merci, monsieur. Madame Autain. Oui, je reviens sur les avocats, puisque c'est un débat que nous avons ce matin et qui est tout à fait intéressant et qu'ils sont particulièrement mobilisés, on les comprend, puisque le projet prévoit notamment de doubler les cotisations, de les passer de 14% à 28%, ce qui est quand même pas rien pour des avocats qui gagnent moins de 40 000 euros par an. Et donc les pensions actuellement minimum de 1 400 euros net pourraient passer à 1 000 euros, ce qui est
voilà, on est dans une fourchette extrêmement basse. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à notre question, parce que tout à l'heure, vous nous disiez, mais non, c'est inscrit dans le marbre de l'étude d'impact, les choses sont très claires. Puis maintenant, vous dites non, c'est la négociation. Enfin, franchement, on n'y comprend plus rien. Et je voudrais vous poser une question précise sur leur caisse. Parce que là, Madame Belloubet dit c'est une délégation qui sera faite sur leur caisse. Ils ont leur propre caisse. Or, vous annoncez qu'il y aura la conservation de leur caisse avec un objectif. À mon avis, clair, même s'il n'est pas affiché, et c'est sur cela que je veux vous interroger, ils ont 2 milliards de réserves. Est-ce que donc, en mettant d'une certaine manière sous tutelle leur caisse, vous avez la possibilité de prendre ces 2 milliards pour les mettre dans le système général, ce qui n'est pas forcément constitutionnel et ce qui pose un problème assez amusant. Vous êtes libéraux et là, on est quasiment dans une logique de nationalisation d'une caisse qui, normalement, n'appartient pas à l'État. Merci, madame. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement 3799, madame Autain. C'est le 3799, suppression de l'alinéa. On continue sur les agriculteurs. Et pardonnez-moi, voilà. On continue donc sur les agriculteurs. Et je voulais dire juste un mot. Bon, le ras-le-bol, je crois que tout le monde le connaît ici dans notre commission. Mais on se rappelle qu'il y avait une loi qui devait réparer la situation, qui était la loi Egalim. Et on se rend compte maintenant, avec un peu de recul, qu'elle n'a absolument pas dopé les revenus des agriculteurs, ce qui pose un problème parce que la situation reste tout à fait dramatique. Et qu'en plus, on a un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite d'ici à 2026, ce qui fait qu'on a un modèle actuel qui n'attire absolument pas les jeunes. Et les 2/3 des agriculteurs français risquent tout simplement de ne pas être remplacés. Et donc, je continue de plaider dans le sens d'une refonte du modèle agricole vers une relocalisation des productions, des circuits courts, des prix planchers, une sortie planifiée des pesticides, ce qui est évidemment l'inverse de la politique que vous menez. Merci, madame Autain. Le 3802, monsieur Corbière. Oui, même argumentation, mais je voudrais, vu qu'on échange librement, revenir quand même sur la situation des avocats. C'est quand même important. Nous découvrons en séance, nous savons tous que les conséquences actuelles du projet qui est fait est un doublement des cotisations. Et nous apprenons que la ministre vient d'annoncer qu'il n'y aura pas d'augmentation des cotisations des avocats, une autre solution qui est proposée. Et on s'interroge sur le travail que nous sommes en train de faire comme législateurs. À quoi tout cela sert-il? Y a-t-il une discussion qui en vérité est totalement suspendu à la négociation entamée par, en l'occurrence, Madame la garde des Sceaux. Vous voyez, tout ça participe selon moi à une dévalorisation du travail du législateur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ici que les décisions se prennent, ce qui est assez regrettable. Merci. Merci. C'est pour ça que j'essaie toujours de recadrer sur le texte pour le moins. Alors, le 3803, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Donc, on souhaite supprimer l'alinéa 1. Un petit mot, monsieur le rapporteur, pour dire que je suis un petit peu déçue que vous ayez pu faire entendre que nous ne le fassions pas sur cet article et pouvoir faire croire que le sujet de la ruralité des exploitants agricoles ne comptait pas pour nous. Je trouve pas ça très cordial. Monsieur le ministre, vous savez mon attachement à votre site sur la simulation des parcours. Et je pense que là, par contre, il y a un bug sur la partie exploitant agricole. J'y reviendrai plus tard. Mais si vous savez, ils peuvent déjà regarder. Parce que là, je pense qu'il y a un gros bug. Thomas, l'exploitant agricole, gagne 1 000 € par mois. Mais il gagnera 1 899 € en retraite. Franchement, je pense que là, tous les exploitants vont être favorables à votre réforme. Mais je pense qu'ils vont être très déçus. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Je crois qu'on vient de passer une séquence révélatrice. On était sur le sujet des agriculteurs qui ont une situation extrêmement compliquée. Et donc, on vient de diverger pendant un quart d'heure, 20 minutes pour revenir sur les avocats. On voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il me semble qu'il faut
il faut se préoccuper des avocats, et il y avait un article au préalable sur les avocats, les agriculteurs, oui, Madame Fiat, vous l'avez fait, je ne conteste pas votre intervention, mais Monsieur Corbière, à l'instant et juste avant, on est venu sur les avocats. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la situation des agriculteurs? Ce serait déjà le minimum d'attention que notre Assemblée pourrait leur redonner en prenant compte leur situation et n'en divergeant pas sur d'autres sujets, sur d'autres professions tout aussi importantes. Il n'y a pas de souci sur cette situation, mais on est sur l'article sur les agriculteurs. Parlons des agriculteurs. Donc défavorable. Alors, merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3816, Madame Autain. D'abord, sur les agriculteurs, nous n'avons aucune réponse aux questions que nous posons. Et si nous revenons sur la question des avocats, c'est parce qu'au moment même où nous sommes en commission, la ministre déclare des éléments qui concernent le travail que nous faisons sur la réforme des retraites. Donc, pardonnez-nous de nous intéresser à l'actualité, puisqu'on apprend en dehors du travail législatif de la commission ce qui est prévu dans la période transitoire pour les avocats. Et ça pose plein de questions. La ministre dit jusqu'en 2029, il n'y aura pas d'augmentation des cotisations parce qu'on va diminuer l'assiette de tout ce qui est cotisation hors retraite. Alors, si c'est hors retraite, on aimerait bien savoir quelles seront les conséquences des autres branches assurantielles pour les avocats. Et cela signifie qu'on va ponctionner dans les réserves de leur régime maladie pour le faire glisser sur le régime de retraite. Et par conséquent, si les cotisations augmentent, mais elles seront compensées par d'autres réserves que les avocats se sont constituées. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a en effet 2 milliards dans leur caisse, mais qui ne sont pas prévus pour ça. Donc, en effet, on aimerait des réponses précises aux questions qui se posent et qui correspondent aussi à des mobilisations et à ce que disent les ministres. Monsieur Corbière, le 3819. Non, mais vu que le rapporteur m'a cité, j'ai bien compris que le but du rapporteur, c'est de dire que je méprise les agriculteurs, que je n'en ai rien à fiche et qu'il est le seul avec son... Mais c'est pas le but. Je crois que je veux insister sur ce que vient de dire la collègue Autain. On est tous, on consacre beaucoup de temps à ça, vous connaissez l'opinion de chacun, mais admettez, là encore, qu'il est quand même singulier qu'en même temps que nous travaillons, des ministres font des annonces qui sont quand même importantes concernant la réforme des retraites dans certaines professions et qu'on s'interroge de la valeur, de la qualité de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en droit de vous poser la question, nous ne sommes pas les seuls à le faire, nous attendons une réponse, vous n'y répondez pas. Et effectivement, ça illustre après toutes les déclarations qui pourront être faites sur les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on se demande, ça n'est pas ici que les choses se décident. Et c'est assez désagréable. Merci. Merci. Le 3820, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Donc, par cet amendement, on supprime l'alinéa 2. Et puis, alors, je vais préciser parce que nous refusons la modification du code rural et de la pêche maritime. Alors, du coup, je ne suis pas très concernée dans ma circonscription. Je vais essayer de me transformer en Monsieur Jumel. Mais je pense qu'ils sont aussi très concernés. Il n'y a pas que les exploitants agricoles qui seront concernés. Mais Monsieur Jumel le ferait beaucoup mieux que moi. Mais du coup, on ne va pas penser qu'aux exploitants agricoles. Il y a aussi les marins. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. 2 mots concernant les annonces. Les annonces sur les taux, elles étaient déjà visibles sur des communiqués de presse dès hier soir. C'est le principe même de la concertation, c'est le principe même de ce temps de transition. Donc là, il est probable que la semaine prochaine, il y ait peut-être des annonces sur la pénibilité parce que des discussions auront avancé. Il y aura peut-être des annonces sur une autre profession. C'est le principe même de la transition. Voilà. Donc là, je reviens aux agriculteurs. Et donc sur les agriculteurs, la suppression de la linéa 2, défavorable. Alors, j'ai Boris Vallaud, Pierre Dharréville et Monsieur le Ministre, et nous ferons une pause. C'est simplement pour dire qu'on est tout disposé à poser des questions que sur les articles, mais il faut qu'au moment où on pose des questions, on ait les réponses. Sinon, de fait, ça décale le propos. Je voudrais simplement dire que sur la méthode, une fois de plus, vous pouvez lui trouver toutes les vertus, mais il aurait été quand même bien que vous alliez au bout de vos discussions avec les uns et les autres pour que la représentation nationale, en conscience, puisse voter sur un texte qui soit achevé. Voilà. Ne trouvez pas de la vertu à avoir présenté aux parlementaires un texte à trous. Je crois que les Françaises et les Français
à travers leurs représentants, ont droit à un débat parlementaire de qualité. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je veux réitérer à l'endroit des agriculteurs l'inquiétude qui perdure en nous concernant, à la fois à propos des retraités actuels, sur lesquels il n'y a toujours pas de solution qui leur est proposée, et ensuite sur le nombre de ceux qui seront touchés effectivement par les mesures proposées. Bon. La deuxième interrogation que je voudrais mettre sur la table, c'est celle de l'avenir de la MSA et de la nature des discussions engagées avec elle sur la façon dont elle va continuer son action pour les autres domaines qui la concernent. Et là, on assiste à un découpage aussi de missions qui, jusqu'ici, étaient pleinement intégrées au sein d'un même organisme, de la même manière qu'on assiste à ce découpage pour le régime général, par exemple. Voilà. Donc, je voudrais en savoir un peu plus sur l'impact effectif des décisions que vous nous proposez de prendre sur la MSA en soi, sur ses personnels, sur son activité. Merci. Madame Autain et Monsieur Woerth. Oui, je reviens sur les annonces de Madame Belloubet parce que d'abord, il y a une première question qui m'intrigue, c'est comment peut-elle négocier un régime transitoire avec les avocats d'une loi qui n'a pas été adoptée? C'est quand même impressionnant. Je veux dire, nous sommes en train de débattre d'une loi, de savoir si elle va être adoptée, et pendant ce temps-là, la ministre fait des annonces sur le plateau de LCI au mépris complet du travail parlementaire. Il me semble qu'elle était ce matin sur le plateau de LCI. C'est pas si loin que cela. Est-ce qu'on peut imaginer une audition dans notre commission de Madame Belloubet pour qu'elle vienne nous expliquer les annonces qu'elle est capable de faire par tweet et sur LCI, qu'elle vienne le faire devant la représentation parlementaire? C'est possible ou ce n'est pas possible d'imaginer de rendre des comptes devant les députés qui sont quand même les représentants jusqu'à nouvel ordre de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans un moment qui est un moment de processus d'adoption d'une loi. Elle n'est donc pas encore adoptée et c'est assez incroyable que la ministre le fasse ainsi au moment de la commission spéciale. Merci Madame Autain. Monsieur Woerth. Oui, j'entends bien le rapporteur quand il dit tout n'est pas fixé, la concertation continue, les professions sont rencontrées. Bon, mais il peut en réalité, au bout de cette concertation, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se terminera, mais puisqu'elle a déjà commencé il y a 2 ans, au bout de cette concertation, vous vous direz peut-être que la création d'un régime universellement universel est une erreur. Et qu'on n'a pas besoin de tout centraliser pour résoudre les questions qui se posent et qui doivent être traitées. Là-dessus, on est évidemment d'accord. Nous, on propose autre chose, un socle de droits universels régissant jusqu'à un plafond, un socle de droits fondamentaux également sur des caisses autonomes, notamment sur les droits familiaux et sur les aidants. Enfin, quelque chose de plus efficace et qui ne mette pas tout le monde dans le même sac. Plus réaliste, dit Gilles Carrez, et il a bien raison. Donc, c'est assez curieux de parler de l'architecture, d'une architecture qui pourrait être in fine remise en cause par une concertation qui n'est pas terminée. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. La Présidente Valérie Rabault nous reposait la question tout à l'heure, la question de l'assiette de CSG. Alors, on l'avait évoqué déjà à plusieurs reprises, mais on peut revenir dessus. D'ailleurs, je ne le fais pas par malice, hein, c'est juste pour dire que ces éléments sont disponibles. Ils sont page 147 de l'étude d'impact, mais reprenons-les tranquillement. Pour les indépendants, ce changement d'assiette de CSG va procurer des cotisations vieillesse en plus, dans la mesure où nous avons des cotisations qui vont être plus importantes, mais également, pour la partie CSG, des prélèvements sociaux en moins. Donc, je crois que c'est cela que vous vouliez souligner, Madame la Présidente. Donc, de quel volume s'agit-il? Pour les cotisations vieillesse, en plus, puisqu'il y aura une dynamique positive de la cotisation vieillesse, 2,2 milliards. Pour les prélèvements sociaux en moins, puisque là, c'est une dynamique négative, puisque nous faisons moins de prélèvements sociaux au final, 2,6 milliards de prélèvements sociaux en moins. Donc, il y a un delta, et ce delta, notamment, pourrait impacter les branches maladie, famille, et ce delta sera compensé, bien sûr, par la branche retraite. Vous retrouvez tout cela dans la page 147.
Une réponse sur la spécificité de la MSA qui a été évoquée, puisque ça me semble ce sujet-là aussi important. Oui, la MSA va demeurer dans ses fonctions actuelles, mais elle va agir, et c'est bien en cela que les agriculteurs seront intégralement dans le système universel de retraite. Elle va agir en matière de retraite par délégation du système universel. D'ailleurs, ces dispositions de délégation du système universel sont clairement indiquées dans la loi. Donc là, encore une fois, à l'article 54 du PGL. Voilà ce que je voulais porter, Madame la Présidente. Enfin, un mot aussi sur les avocats. J'entends, je ne veux pas imaginer que ça soit une émotion feinte. J'entends les réactions qui peuvent venir, notamment des bandes des députés de la France insoumise. Mais en même temps, les choses sont claires. Et d'ailleurs, vous avez, je crois, suffisamment attaqué le projet du gouvernement sur le fait qu'il comprenne des ordonnances. Et il comprend des ordonnances, pourquoi ? Pour permettre à la concertation de se construire. Donc en fait, il semble que vous ayez décidé d'avoir un exercice de double critique, à la fois en disant nous souhaitons tout voir, tout savoir en amont, et nous dire en même temps mais il n'y a pas eu assez de concertation. Alors je crois qu'il va falloir choisir. Je pense que ce que le gouvernement a choisi et porte à l'Assemblée, c'est que nous avons défini le cadre et le mode de fonctionnement, et je souhaiterais qu'on puisse en parler, notamment de la gouvernance, car j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'amendements sur le titre 4 qui sont importants, je crois, pour l'ensemble des députés qui sont ici. Un projet qui exprime très clairement comment va fonctionner le système de retraite universel. J'entends qu'il est contesté par les uns et par les autres. Et puis des dispositions transitoires qui doivent se faire en concertation avec tous ceux qui sont concernés, et notamment les professions libérales. Et ces dispositions transitoires sont encadrées dans le cadre d'ordonnances. Et puis, comme je suis curieux, vous le savez, Madame la députée Caroline Fiat, je suis allé évidemment voir, parce que quand vous annoncez, il y a sans doute un bug. Mais je reconnais que dans vos propos, vous aviez accepté de nuancer. Vous n'avez pas affirmé qu'il y avait un bug. Vous aviez dit il y a sans doute un bug, et je veux souligner la relative prudence de vos propos. Et d'ailleurs, je pense que vous avez eu raison de faire preuve de relative prudence, parce qu'évidemment, il n'y a pas de bug. Reprenons l'élément qui concerne l'exploitant agricole. Il s'agit d'une personne née en 2003, avec des hypothèses méthodologiques qui correspondent à toutes celles que je vous explique depuis plus de 3 jours, qui a commencé à travailler à 22 ans en 2025 et pris sa retraite donc en 2068. Eh bien, son revenu annuel est de 7 000 €. Il faudra donc diviser par 12 pour l'avoir de façon mensuelle. On fait l'hypothèse, c'est l'intérêt de faire démarrer la carrière en 2025, mais c'est aussi une volonté de transparence. On fait donc l'hypothèse que toute la carrière sera dans le système de retraite universel, puisqu'il démarre en 2025, et qu'il pourra partir à taux plein. Pourquoi ? Puisque même s'il est sur la base d'un revenu relativement limité, nous aurons, vous le savez, des éléments de sécurité pour tous nos concitoyens qui vont travailler sur la base de 50 heures SMIC par mois, avec un minimum de 85% du SMIC au final. Donc, ce que vous soulignez, c'est que l'étude d'impact vous donne une simulation à la fois de la pension mensuelle brute si le système actuel avait perduré, je crois que c'est ce que vous avez vu avec moi, Madame la députée, à 1 590 €. Et ce que vous voyez, c'est que dans le système universel, elle sera bien plus importante, puisqu'elle sera à 1 899 €. Retenons que nous sommes en 2068 et que, évidemment, pour les deux comparaisons, ça vaut pour les deux, évidemment, ça correspond aux données qui seront à l'époque, en tout cas qui peuvent être projetées à l'époque, notamment les 85% du SMIC. Donc la question, est-ce que le cas est bon ? La réponse est oui. Est-ce que ça correspond aux 85% du SMIC projeté en 2068 ? La réponse est oui. Merci. Alors, je mets aux voix ces amendements identiques qui ont un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Nous faisons une pause de 5 minutes. Merci.